Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce webinaire sur notre pèlerinage Portugal-Espagne-Lourdes sur la route des grands sanctuaires qui va avoir lieu en octobre 2023 avec l'abbé Steve Lemay et Marie-Ève Rouleau. Mon nom est Anne Godbout, je suis directrice générale de Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et les pèlerinages en opération déjà depuis 20 ans. Notre mission est de permettre à des se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre d'un voyage, d'un pèlerinage ou d'une retraite. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Sans plus tarder, eh bien, on va présenter nos accompagnateurs qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, je vous présente d'abord votre animateur spirituel, l'abbé Steve Lemay, qui est vicaire général de l'archidiocèse de Sherbrooke depuis 2020. Il est détenteur d'une licence en théologie morale obtenue à Rome. Il fut curé à Lac-Mégantic pendant les événements tragiques de 2013. Alors, Monsieur l'abbé, vous êtes avec nous, donc on vous souhaite la bienvenue. Je vous cède la parole. Bien, alors bonjour à tous, à toutes. C'est une joie pour moi d'être là aujourd'hui, mais déjà aussi, je suis habité par la joie que nous aurons de vivre ensemble ce pèlerinage. On nous a demandé aujourd'hui de vous dire en quelques minutes un peu quelles sont nos motivations pour vivre ce pèlerinage qu'on se prépare à vivre. Et puis, j'ai trouvé une petite synthèse de mes motivations personnelles chez un auteur que j'apprécie beaucoup, Éric Emmanuel Schmitt, qui a écrit récemment un nouveau livre intitulé « Le défi de Jérusalem ». Pour vous mettre en contexte, le Vatican a demandé à l'auteur de faire un pèlerinage, de vivre un pèlerinage à Jérusalem et d'écrire le récit, tout simplement, le récit de ce qu'il avait vécu. Et puis, il y a deux petits paragraphes qui résument non seulement, à mon avis, ma motivation personnelle pour vivre un pèlerinage, mais le sens profond de ce qu'est un pèlerinage. Alors, je vais commencer par vous le lire, si vous me le permettez. Pourquoi partir? Je me le demandais il y a quelques mois lorsqu'à la perspective hasardeuse de pérégriner en Terre Sainte, je préférais le confort de mon métier, fût-il parfois pesant. J'étais alors persuadé que mon esprit ne se nourrissait que de pensées et de livres. Or, il me semble évident aujourd'hui que l'esprit avance avec les pieds. Marcher, s'épuiser, transpirer, découvrir, rencontrer, voilà ce qui, chaque fois, a suscité le renouvellement de ma vie spirituelle. Si je n'avais pas traversé le Sahara, je n'aurais jamais reçu la foi. Si je n'avais pas gagné Jérusalem, je n'aurais jamais perçu Jésus comme une personne et comme Dieu. Toujours au cours de mon existence, des révélations m'attendaient au bout des routes. Pourquoi partir? Parce qu'il faut d'abord abandonner son cadre, perdre ses repères, se désenquister de ses habitudes. Cette rupture constitue une hygiène nécessaire. Le voyage exprime ensuite le respect de soi-même, le soin qu'on apporte à soi-même, consacrer du temps à la rêverie, à l'impromptu, aux sensations, aux sentiments. Enfin, il nous porte à ouvrir les bras, le cœur, l'intellect, à déverrouiller nos préjugés, à assumer notre faiblesse, à cultiver notre fragilité. Sans nos failles, comment la lumière passerait-elle? Le voyage coupe, disperse, recentre, puis aboutit. Alors, je trouve que ça exprime de belle façon le sens profond d'un pèlerinage, c'est-à-dire se mettre en mouvement physiquement, aller ailleurs pour bouger intérieurement, aller ailleurs pour vivre une rencontre et être pour les autres, puisqu'on va vivre ce pèlerinage ensemble, être les uns pour les autres, occasion de rencontre de l'autre avec un grand A. C'est ça qui sous-tend toute la démarche du pèlerinage. Alors, un mouvement physique bien réel qui provoque un mouvement tout aussi réel
mais intérieure, spirituelle, qui favorise une rencontre avec l'absolu, avec Dieu. Et c'est très, très biblique que ce mouvement à la fois physique et intérieur, parce que dans plein de pages de la Bible, on retrouve ce mouvement physique de l'aller vers ailleurs pour rencontrer Dieu, pour rencontrer, comme je le disais, l'autre avec un grand A. C'est très biblique. Et puis, le changement de date du webinaire a fait en sorte qu'on a un beau coup de la providence parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de la visitation. On aura l'occasion de visiter deux sanctuaires dédiés à Marie, deux sanctuaires très importants dans la vie de l'Église, dédiés à Marie, qui est, on le dit souvent, la première en chemin, celle qui a porté la première, la joie de la présence intérieure du Christ. Alors, on va se mettre en quelque sorte spirituellement sur ses pas, en se mettant nous-mêmes en mouvement. C'est vraiment mon objectif qu'on puisse ensemble, à travers les efforts, parce qu'il y en a des efforts dans un pèlerinage comme celui-là, qu'on puisse ensemble, justement, par cette mise en route physique, vivre un déplacement intérieur, un changement intérieur qui va nous rapprocher de la présence de Dieu en nous. C'est exactement ce que Marie a voulu faire en acquiesçant au projet de Dieu, puis en portant avec tout ce qu'elle était la présence du Christ au monde. Alors, voilà, c'est ça un peu le sens de ce que j'entends vivre avec vous. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Très belle introduction. Et donc, on va présenter maintenant votre accompagnatrice. Vous allez avoir un accompagnateur de Nouvalistes qui va représenter, pardon, est-ce que vous voyez bien la page avec Madame Émilie Perrier-Gosselin. Elle est diplômée en animation et recherche culturelle. Émilie est portée par la volonté de donner la parole aux aînés, de déployer leur savoir, de leur permettre de se surprendre. Pour y arriver, elle a contribué au développement de la vie socio-culturelle dans les résidences pour aînés, où elle travaille depuis bientôt 9 ans. Pendant un atelier d'écriture, une rencontre littéraire ou une conférence voyage, les résidents glissent toujours dans le bagage d'Émilie, leur histoire, leur lumière et leur amour. Alors, Émilie, je vous cède la parole. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour tout le monde. Alors voilà, cette dernière phrase de ma présentation représente beaucoup, je pense, que j'ai accumulé comme expérience dans les résidences là, depuis 9 ans. Et là, c'est le symbole de partir en voyage avec peut-être vous qui nous écoutez aujourd'hui, d'avoir ce bagage-là supplémentaire en plus des bagages de base, donc que je porte en moi. On dit souvent que le voyage forme la jeunesse. On devrait changer cette expression et dire que le voyage forme tout court, peu importe à quel moment. Et en fait, c'est ce que je suis très heureuse, moi, de pouvoir accompagner les personnes qui vont participer à ce pèlerinage-là parce que, dans le fond, je vais vous partager une de mes premières expériences spirituelles. Je veux dire, c'est la première fois de ma vie, justement, lors de mon premier voyage de jeunesse à Paris, quand j'ai mis les pieds dans la basilique Notre-Dame de Paris. Et là, j'ai compris à un autre niveau ce que c'était que cette histoire, en fait, religieuse, mais spirituelle qui a porté des milliers, des millions de personnes. Et en fait, quand j'ai mis les pieds sur cette pierre et de ressentir cette puissance-là, en fait, de tomber de personnes, de tomber d'histoires, de réaliser que j'étais voilà, un sable dans ce grand désert, mais un sable important, mais quand même de sentir ce poids-là de cette histoire, mais surtout de pouvoir le partager avec quelqu'un, de ressentir cette puissance-là, mais de pouvoir l'échanger, de ne pas la garder uniquement dans mon bagage. Et cette expérience-là, j'ai bouclé la boucle dans ce voyage-là à la ville de Thésée, donc qui était un lieu où beaucoup de personnes se retrouvent et où on a vécu des grandes messes ensemble, des moments de prière, de pensée individuelle, mais avec toujours ce moment ensuite pour se recueillir collectivement. Et en fait, c'est ce que M. l'abbé partageait tout à l'heure, dans la rencontre de l'autre, pouvoir faire sens ensemble dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit.
et le rendre collectif, se le partager. Donc, c'est vraiment, moi, c'est ce qui m'habite le plus. On me dit souvent, et peut-être que vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, mais j'ai beaucoup de jasettes. Je parle facilement, mais c'est vraiment parce que pour moi, dans la discussion, dans l'échange, c'est là qu'on apprend le plus dans les expériences des uns et des autres. Donc, vraiment de vivre ça, ce pèlerinage-là, pour moi, pour la première fois avec vous, j'ai l'impression qu'on va s'enrichir énormément, tout le monde ensemble de cette expérience-là. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci de me donner cette chance de vous accompagner. Merci beaucoup, Émilie. On sent tout ton enthousiasme, c'est merveilleux. Alors, Émilie, comme je vous disais, hein, c'est un pèlerinage qui est organisé en collaboration avec Novalis et Prions en Église. Et Émilie, donc, travaille pour Novalis et donc va être la représentante de Spiritour, l'accompagnatrice pour s'occuper un peu de prendre soin des pèlerins, aider à la logistique. On a aussi un guide, vous allez avoir aussi un guide local d'expression francophone qui va vous accompagner à partir de Toulouse jusqu'à Lisbonne, donc pour tout le circuit. Mais l'abbé Lemay et Émilie vont vous accompagner à partir de l'aéroport de Montréal. Donc, ils parlent vraiment avec vous, ils vont être avec vous tout le long du séjour. Donc, on va continuer. Le voyage, je disais, c'est une collaboration avec Novalis Prions en Église. Donc, on vous invite à vivre un pèlerinage d'exception pour découvrir 3 grandes nations européennes, la France, l'Espagne et le Portugal, et 3 grands sanctuaires mondialement connus qui sont Notre-Dame de Lourdes, Saint-Jacques-de-Compostelle et Notre-Dame de Fatima. L'itinéraire suit le chemin côtier, si on se réfère au chemin de Compostelle, donc le Camino del Norte, en longeant l'océan Atlantique. Jusqu'à ce qu'on arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle, on suit le Camino del Norte. Mais bon, en autocar, par contre, vous aurez la chance, ceux qui le désirent, vous pourrez marcher les 5 ou 10 derniers kilomètres du chemin Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, vous allez voir des paysages magnifiques de falaises, de plages, de ports de pêche, de vignobles. C'est vraiment très beau. Vous aurez la chance de visiter aussi la belle ville de Porto, berceau du vin éponyme, Tomar avec son château emblématique, ainsi que Lisbonne, la belle capitale portugaise. Tout au long de ce parcours, vous allez découvrir aussi des sites d'une grande richesse patrimoniale, dont des sites classés à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et des richesses culturelles et religieuses, bien sûr, également. On continue. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter l'itinéraire, bien sûr. On est en mode webinaire, comme vous avez déjà remarqué. On voit seulement les conférenciers. Par contre, à la fin, il y aura un temps de questions où vous pourrez soit poser vos questions dans le chat ou dans le Q&A. Excusez l'anglicisme, c'est le Q et A. En fait, je pense en français, c'est Q pour questions, réponses Q et R. Donc, vous pouvez poser vos questions là si vous regardez dans le menu. Donc, vous avez les 2 options, soit le chat ou le QR. Et puis, il y a possibilité aussi à la fin de lever votre main et on pourra vous ouvrir votre micro pour que vous posiez vos questions directement, soit à moi-même ou à vos accompagnateurs. Alors, j'y vais avec l'itinéraire pour commencer, puis la période de questions va être après. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont, excusez, juste une autre petite parenthèse, il y en a qui sont déjà inscrits et puis je vous expliquerai aussi à la fin comment faire pour vous inscrire. Ceux qui ne seraient pas encore inscrits, vous me ferez penser si j'oublie. Il y en a des fois qui ont un petit peu de difficulté avec notre inscription en ligne. C'est la meilleure façon de faire votre inscription. Je pourrais vous donner une petite démonstration comment vous inscrire en ligne parce qu'il ne reste pas beaucoup de place. Il nous reste juste 6 ou 7 places. Plusieurs d'entre vous qui sont branchés avec nous aujourd'hui sont déjà inscrits. On est rendu à 43 inscriptions, si je ne me trompe pas. Donc, il resterait environ 7 places. Alors, je pourrais prendre le temps de regarder ça à la fin avec vous. Et si jamais les places sont pleines le jour que vous êtes prêts à vous inscrire, on va avoir une liste d'attente comme on a fait pour le groupe de mai qui s'est rempli vraiment vite. Et on a eu une liste d'attente, puis il y a eu quelques annulations. Donc, des gens de la liste d'attente
ont pu s'inscrire au voyage après qu'on ait fermé le voyage. Puis je peux vous dire que les gens qui reviennent de ce voyage-là ont été vraiment enchantés. On a eu des témoignages extraordinaires. Ils ont adoré leur expérience. Alors, je suis sûre que ça va être aussi beau pour vous. Et puis, ce qui est spécial au mois d'octobre, c'est que vous allez avoir la chance de voir, d'être à Lourdes pendant la fête du Saint-Rosaire. Donc, en mai, il y avait une fête à Fatima. Et puis là, vous allez avoir la fête à Lourdes, la fête du Saint-Rosaire, qui est une fête vraiment importante. En fait, c'est la fête la plus importante à Lourdes, donc pour Notre-Dame de Lourdes. Et puis, c'est plein de monde avec des belles processions. Vous allez voir, c'est magnifique, la vigile. Vous allez être là pour la vigile et la fête le jour même, le 7 octobre. Donc, OK. Donc, on part le jour 1, départ de Montréal. Vous arrivez donc à Toulouse sur les ailes de Air Transat. Et donc, vous allez être transféré à Lourdes tout de suite après. Là, le vol, en fait, l'heure du vol maintenant, je pense au début, c'était prévu en matinée, mais finalement, vous arrivez à 12h30. Donc, le temps de sortir et tout ça, ça va être mieux de vous amener directement à Lourdes et vous aurez une petite pause en route. C'est environ 2 heures de route là, avec la pause environ. Donc, vous devriez arriver là, comme en fin d'après-midi. Vous allez avoir le temps de vous installer un petit peu. On va faire le check-in avec la remise des chambres. Vous aurez le temps de vous reposer un petit peu avant le repas du soir. Il n'y a pas de visite officielle d'incluse, mais votre guide va peut-être vous proposer juste une petite orientation pour ceux qui le désirent. Les autres, vous pouvez juste prendre le temps de vous reposer un petit peu après un vol de nuit. Donc, voilà, il n'y a rien de programmé cette journée-là. OK. Ensuite, on continue le jour 3. Attendez, oui, c'est ça. C'est qu'on avait prévu un petit arrêt à Toulouse. Ça se peut qu'on passe quand même rapidement par la place du Capitole, que vous voyez un petit peu là, les lieux à Lourdes, mais pas à Lourdes, mais à Toulouse, mais vraiment, on ne veut pas vous amener, vous allez être déjà fatigué, les gens n'apprécient même pas les visites tout de suite après avoir pris un vol, mais ça se peut qu'on ait le temps quand même de passer par le centre-ville de Toulouse, mais il n'y aura pas de visite guidée, là. Donc, voilà, donc vous allez arriver à Lourdes. Ensuite, donc le jour 3, là, vous allez avoir une visite après une bonne nuit de repos, après le petit déjeuner. Vous allez avoir la visite de la ville sanctuaire de Lourdes, donc la célèbre grotte des apparitions à l'église Sainte-Bernadette en passant par la basilique Notre-Dame du Rosaire. Donc, toute l'avant-midi, là, vous allez voir les lieux de culte. Au total, il y a 22 lieux de culte et de rassemblement au sanctuaire de Lourdes. Alors, vous allez avoir une messe le matin. Donc, comme je vous dis, il y a plusieurs endroits de culte. On essaie toujours d'avoir au moins une messe à la grotte de Lourdes. Alors, ça va être à confirmer quel jour on va avoir la messe à la grotte, mais à chaque jour, là, vous allez avoir une messe célébrée par l'abbé Lemay. Ça va être des messes privées. Bon, des fois, d'autres pèlerins se joignent à nous, là, mais c'est des messes là, qui sont réservées pour notre groupe. Alors, il y a comme une sorte de fraternité qui se crée en même temps et puis on vit, c'est ça unit le groupe, c'est vraiment des beaux moments, là, les Eucharisties quotidiennes. Après, c'est toujours libre. Hein. Souvent, on nous pose la question, on est obligé d'aller à la messe tous les jours. La plupart des pèlerins le font, finalement, ils sont surpris parce que c'est tellement il y a tellement une belle atmosphère, là, mais c'est toujours libre. On ne veut pas forcer personne. C'est toujours libre, mais c'est vraiment des beaux moments de grâce. Après ça, donc, vous allez avoir en après-midi une visite sur les traces de Bernadette Soubirous. Donc, là, vous allez comme mieux comprendre la vie de Bernadette, où est-ce qu'elle a vécu, la petite fille de Lourdes, qui pendant plus d'1 siècle et demi a fait marcher le monde, hein, comme lui reprochaient les gardiens de l'ordre public. Donc, vous allez visiter le cachot, qui a été en fait la 2e résidence, ensuite la maison du père, le moulin de Boly, où ce qu'elle a vécu en fait quand elle était petite. Normalement, on voit le cachot après. Et puis l'hospice Sainte-Bernadette. Puis bon, le reste de la journée, c'est un petit peu de temps libre en fin d'après-midi. Le repas du soir pris à l'hébergement et la nuitée.
Il y a possibilité de suivre la procession mariale en soirée, parce que ça va être la vigile là, de la fête du Saint-Rosaire. Il y a des processions au flambeau tous les soirs à Lourdes et à Fatima d'ailleurs, mais là, ce soir-là, ça va être vraiment spécial à cause de la vigile de la fête du Saint-Rosaire. Donc, attendez, excusez, je vais avancer aussi les images. Donc, pardon, j'oubliais ça. J'étais concentrée sur mon texte, donc des belles images ici de Lourdes, du sanctuaire, comme vous voyez, qui est vraiment magnifique. C'est un lieu vraiment extraordinaire, hein, parce que vous êtes vraiment enchâssés dans la vallée, sur le bord d'une rivière, là, donc c'est vraiment magnifique. Ici, c'est donc la procession. Probablement que la fête du Saint-Rosaire va avoir encore plus de pèlerins que ça. Donc, avec les flambeaux, c'est vraiment beau. Le jour 5, en fait, le jour 4, donc, il va y avoir la fête du Saint-Rosaire. Donc, c'est une journée de célébration à Lourdes. Il va y avoir plusieurs événements. La procession mariale encore en soirée pour ceux qui le désirent. Et puis, bon, les repas qui sont pris à l'hébergement. Et puis, le jour 5, ben, là, il y a une sortie qui est organisée, une excursion au Pic du Gers qui surplombe la ville de Lourdes. Hein, comme je vous disais, hein, la ville de Lourdes est vraiment dans une vallée. C'est vraiment beau. C'est entouré de montagnes. Vous avez les Pyrénées juste à côté. Et puis, quand on monte au Pic du Gers, là, on a vraiment une vue splendide. Ici, on voit le Pic du Gers. C'est dommage, on ne voit pas les Pyrénées derrière, là, mais dépendamment du temps de l'année, là, il y a même des neiges éternelles dans les Pyrénées. Fait qu'on voit quelques montagnes, des pics enneigés au loin. C'est vraiment magnifique. Et puis, on monte avec le funiculaire, là, comme vous voyez. Et puis, on a une vue vraiment, vraiment splendide. Donc, voilà. Qui nous mène, oui, c'est ça, le funiculaire nous mène à 1000 mètres d'altitude. Au sommet, vous avez un sentier botanique qui conduit jusqu'à l'observatoire. Puis très beau panorama sur les Pyrénées avec une vue de 360 degrés sur les plus hauts sommets qui sont tout près. Possibilité de célébrer la messe en plein air. Là, on va voir selon la température. Sinon, on aura un endroit dédié à Lourdes avant, probablement plus en matinée avant de partir pour l'excursion et souper à l'hôtel puis procession mariale pour ceux qui le désirent. Puis normalement, on prépare, l'hôtel nous prépare un pique-nique. Donc, on peut manger en haut du Pic du Gers. Voilà, voilà. Donc, vous avez 3 jours pleins à Lourdes qui vous permet vraiment de profiter des lieux, de vous déposer. C'est vraiment une grâce. Hein. En même temps, c'est comme une petite retraite. Donc, on tenait vraiment à avoir un rythme, hein, nos pèlerinages. On essaie d'avoir un rythme plus lent que les circuits traditionnels pour vraiment prendre le temps de s'imprégner des lieux, prendre le temps de se ressourcer. Le jour 5, donc, on est rendu dimanche, le 8 octobre, donc vous partez de Lourdes et puis, non, excusez, on est rendu le lundi. Le dimanche, c'est la journée au Pic du Gers. Et puis là, le lundi, jour 6, donc après le petit déjeuner, vous allez traverser la frontière franco-espagnole par les Pyrénées pour vous rendre à la ville de San Sebastián, qui est bien connue pour sa baie de la Concha qu'on voit sur la photo, qui est un endroit vraiment magnifique, une station balnéaire très recherchée en Espagne. La ville offre un panorama des plus époustouflants, puis le point de départ idéal pour les pèlerins qui désirent faire le Camino del Norte. Donc, souvent, ils partent de là pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. En après-midi, donc, on continue la route vers la ville de Santander. Alors, ici, on voit quelques images encore de la ville de San Sebastián où vous allez vous arrêter. Donc, avec c'est ça, la ville, le Casco Viejo, la vieille ville qui est vraiment magnifique. La baie de la Concha à nouveau. Vous voyez comme c'est beau. S'émerveiller des beautés de la création. Et ensuite, donc, vous arrivez à Santander. Santander aussi qui est très beau. C'est une ville sur le bord de la mer également. Et donc, vous allez passer la nuit à Santander. Donc, le jour 7, là, vous allez partir de Santander vers Saint-Jacques-de-Compostelle cette journée-là. Vous allez suivre la côte, suivre le Camino del Norte, le chemin côtier. Donc, c'est ça, vous longez la côte atlantique. Vous allez avoir un petit arrêt à Ribadeo.
pour observer les rochers en forme de cathédrale. Donc, d'ailleurs, on surnomme la plage des cathédrales. Par contre, dépendamment des marées, on ne peut pas vous promettre de pouvoir aller marcher sur la plage parce que c'est fermé quand la marée est haute. Mais on peut quand même le voir d'en haut. Si jamais vous êtes chanceux et que la marée est basse, bien, il y aura peut-être possibilité d'aller marcher sur la plage des cathédrales, mais c'est de plus en plus, c'est un site protégé, donc c'est de plus en plus difficile d'aller marcher sur la plage. Mais on va quand même faire un arrêt là. Il y aura peut-être un petit arrêt. En fait, oui, on va arrêter à la Vacola parce que c'est le point de départ pour ceux qui voudraient marcher les 5 ou 10, je pense que c'est 10 km à partir de la Vacola. Et possibilité, si jamais 10 c'est trop, il y aurait peut-être possibilité de faire un 5 km. Sinon, ben, vous continuez avec l'autocar. L'autocar va vous amener au stationnement le plus proche, mais il reste quand même 1 km à marcher. Puis l'autocar ne peut pas se rendre jusqu'à la cathédrale Saint-Jacques-de-Compostelle, mais c'est vraiment une belle expérience de marcher peut-être entre 500 et 1000 mètres là, pour marcher jusqu'à la cathédrale, ça se fait très bien. Donc, pour arriver donc, à la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis, voilà, donc il va y avoir la messe des pèlerins dans la cathédrale de Saint-Jacques à 18 h. Et puis ensuite, un souper à l'hébergement et la nuit à l'hébergement. Donc, voilà, voilà. Oui, je vais montrer les belles images de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ici, on voit la magnifique cathédrale où reposent les restes de Saint-Jacques, l'apôtre. Et on la voit ici à nouveau parce que le jour 8, donc vous allez avoir une visite guidée de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, joyau d'architecture. Donc, et vous allez avoir du temps dans cette magnifique cité d'Espagne, une des plus remarquables et un haut lieu de pèlerinage depuis le Moyen Âge. Alors, comme vous pouvez voir, il y a un superbe, enfin, on ne le voit pas sur cette photo-là, mais vous allez pouvoir admirer le magnifique portail, le portico de la Gloria. Je ne sais pas si on le voit sur... Non, on ne le voit pas non plus ici. Mais en fait, vous allez avoir toute l'explication avec un guide. Vous allez avoir vraiment une visite complète qui vaut la peine. C'est vraiment extraordinaire. Et puis, en après-midi, vous allez avoir du temps libre là, pour découvrir la ville. Et puis ensuite, souper à l'hébergement. On continue. Donc, le jour 9, vous allez vous rendre à Porto en passant par Braga. Donc, départ, c'est ça, en matinée, vous allez arrêter en route. Braga, en fait, est connu pour son patrimoine et ses événements religieux. Donc, vous allez avoir un petit arrêt pour pouvoir voir Braga. Je pense qu'on a une image, oui, voilà, avec les magnifiques jardins. Vous voyez, c'est vraiment une très belle ville, une petite ville. Et puis, ensuite, vous continuez à Porto, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, vous allez découvrir sa gare de train spectaculaire avec ses fresques peintes sur les murs. Vous allez, bien sûr, voir la tour du clergé, la cathédrale, etc. Et puis, ensuite, un arrêt incontournable à Villanova de Gaia afin de visiter un chai de Porto, le vin éponyme, et faire la dégustation de ce merveilleux vin portugais. Donc, voilà. Vous allez avoir une soirée libre. Vous allez dormir à Porto. Le lendemain, donc, départ vers Fatima, en passant par Coimbra. Coimbra, qui est en fait l'ancienne capitale du Portugal. Une ville vraiment splendide, qui est fameuse, entre autres, pour son université qu'on voit ici au sommet. On voit la tour de l'université de Coimbra, qui est magnifique, mais c'est vraiment un village médiéval qui a été construit sur une colline. C'est vraiment splendide avec ses petites ruelles. Alors, vous allez avoir du temps là, pour pouvoir en faire la visite. Et puis, voilà, donc l'université historique, on le voit ici dans les photos, l'université de Coimbra.
Et donc, vous continuez à Fatima où vous allez passer la nuit. Le lendemain, vous allez avoir la visite guidée à pied de Fatima avec bien sûr, le célèbre sanctuaire de la Vierge, la basilique de la Cappellina où Notre-Dame est apparue aux 3 enfants bergers. Puis, dans l'après-midi, vous allez avoir du temps libre pour visiter un petit peu plus non seulement le sanctuaire, mais ce qui vaut vraiment la peine, ici c'est la chapelle des apparitions, Cappellina. Et bien sûr, il y a les processions mariales là, tous les soirs au flambeau, qui sont vraiment spectaculaires, hein, comme vous pouvez voir. Et puis, dans l'après-midi, ce qui vaut vraiment la peine, votre guide pourra vous en parler, c'est d'aller visiter les maisons des 3 enfants bergers. Donc, c'est dans le village, comme la partie du village la plus ancienne. C'est des petites maisons, c'est vraiment mignon comme petit village. Vous pouvez vous y rendre à partir du sanctuaire. Donc, il y a un petit train touristique. Vous pouvez acheter des billets puis aller vous promener et il y a différents arrêts et ça se rend jusqu'au village pour voir les maisons des enfants bergers. Donc, c'est possible de vous y rendre avec le train, puis faire d'autres arrêts, entre autres aussi, ce qui vaut la peine comme arrêt, c'est le chemin de croix qui est dans un jardin vraiment magnifique. Alors, vous pouvez aussi en profiter peut-être pour aller visiter le chemin de croix ou faire le chemin de croix, donc soit en groupe ou de façon individuelle. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est la journée qui est consacrée à Fatima. Le jour 12, donc, vous allez avoir une visite, mais c'est une excursion aller-retour, donc à Tomar et Bataya, et vous revenez dormir à Fatima. Donc, ces excursions-là, c'est inclus, ça vaut la peine. Tomar, c'est une ville qui a beaucoup de charme en raison de sa richesse artistique et culturelle. Je pense oui, on a une belle photo ici. Donc, c'est vraiment un coup de cœur de Spiritour. Cette ville-là, entre autres, qui a été reconnue pour ses grands châteaux forts du temps des Templiers. Et puis, vous avez aussi, voilà, on voit l'architecture qui est vraiment magnifique, médiévale, style gothique, si je ne me trompe pas. Et puis, vous avez Bataya. Bataya, qui est reconnu pour son monastère. Donc, vous allez avoir la visite du monastère de Santa Maria de Vittoria, qui est mieux connu sous le nom de monastère de Bataya. C'est un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui a été édifié pour commémorer la victoire des Portugais sur les Castillans à la bataille de 1385. La construction du monastère fut pendant 2 siècles le chantier de la monarchie portugaise où se développa un style gothique national original, influencé par les débuts de la Renaissance, dont le cloître royal, qui en est l'illustration parfaite et qu'on voit sur la photo. Donc, ensuite, vous allez revenir, on voit toujours le monastère de Santa Maria da Vittoria avec son cloître. Voilà. Et donc, vous allez revenir à Fatima le soir. Vous pourrez faire à nouveau la procession si vous le désirez. C'est toujours libre à vous. Et la journée 13, donc c'est une journée de retraite et de prière. Donc, vous puissiez vraiment prendre le temps de vous recueillir, de vous imprégner des lieux. Et puis le soir, donc vous allez partir, en fin de journée, vous allez partir à Lisbonne. Puis le souper et la nuitée vont être à Lisbonne, à l'hébergement qui a été prévu à Lisbonne. Voilà, j'ai une retraite et de prière à Fatima. Donc, jour 14, vous avez donc une journée à la visite de Lisbonne, la magnifique capitale portugaise. Donc, le matin, vous allez découvrir le fameux monastère des Hiéronymites qu'on doit voir ici. Oui, monastère des Hiéronymites, qui est vraiment splendide. Donc, vous allez avoir une visite guidée. Vous allez aussi voir la fameuse tour de Belém sur le bord de l'eau.
les magnifiques ruelles de la vieille ville de Lisbonne. En fait, vous allez avoir vraiment une visite complète. C'est ça, le monastère des Hiéronymites, chef-d'œuvre absolu qui témoigne l'opulence de la période des grandes découvertes. Visite à pied de Lisbonne, donc en après-midi, avec un guide. Vous pourrez, entre autres, y découvrir l'avenue de la Liberté, Baxa, section de la ville qui a été complètement rebâtie après le tremblement de terre de 1755. Et on va voir ici, oui, dégustation des pastels de nata, un incontournable. Donc, c'est inclus. On vous offre les pastels de nata. Donc, vous aurez la chance de déguster. Et puis, ensuite, la soirée est libre. Et bien sûr, vous allez avoir le repas du soir et la nuitée à votre hébergement. Et voilà, donc le jour 15, ben, c'est déjà le retour à la maison. Il y a possibilité de demander une extension, mais il faut le demander le plus tôt possible. Il y a des frais supplémentaires qui peuvent varier dépendamment de la date que vous achetez, que vous demandez votre extension. J'aime mieux le dire tout de suite, là, ça peut monter assez vite les prix. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis la pandémie, les prix des vols augmentent vraiment plus vite et plus élevés que jamais. C'est dû à l'offre et la demande qui est beaucoup plus forte en ce temps de post-pandémie. Et donc, les prix augmentent tellement. Puis nous, ben, on a négocié les prix, ça fait déjà quelques mois. On a eu des bons prix de groupe. Mais si vous voulez une date différente pour le retour, ben, vous allez devoir payer la différence tarifaire entre le prix que nous, on a négocié il y a quelques mois et le nouveau prix du vol de retour que vous allez vouloir prendre. Alors, présentement, on assiste à des coûts de déviation, c'est le terme correct pour prolonger votre séjour, une extension qui peut monter jusqu'à 500-600 $. Mais en tout cas, si jamais vous souhaitez une extension, il faut nous faire la demande par écrit, très important, et on pourra vérifier pour vous le tarif du jour. Voilà, c'est l'information que je voulais vous transmettre par rapport à ça, puisqu'on a des questions par rapport à ça. Voilà. Donc, je pense que ça fait le tour là, pour l'itinéraire. Donc, quelques informations sur le voyage. Donc, le réservé tôt, wow, vous l'avez encore de valide jusqu'au 4 juin. 100 $ de rabais. Donc, le prix est à 4 799 présentement, incluant ce rabais. Et après le 4 juin, s'il reste encore des places après cette date-là, bien là, c'est le prix régulier de 4 899 $. Ça, c'est un tarif en occupation double, taxes incluses. Si vous voulez une occupation simple, les places sont limitées. Il faudra valider s'il reste encore des chambres simples. Le prix additionnel est de 956 $ par personne pour toute la durée du séjour, taxes incluses. Si vous êtes seul et vous aimeriez jumeler, ça coûte moins cher, puis payer juste l'occupation double, on jumelle, on offre le service de jumelage gratuitement. On a souvent des personnes seules qui veulent être jumelées, donc on va faire tout ce qu'on peut pour vous jumeler. Par contre, si on n'arrive pas à jumeler, vous allez devoir payer le supplément en occupation simple. Spirito ne peut pas assumer là, les frais additionnels pour l'occupation simple si on n'arrive pas à vous jumeler. Pour les dames, il y a vraiment beaucoup de chance puisqu'on a quand même beaucoup de dames qui demandent à être jumelées. Je pense que présentement, on a une place dans une chambre avec une autre dame qui veut être jumelée. Puis on a souvent des demandes. On pourra voir ça avec vous en temps et lieu. Le forfait comprend donc le vol Montréal-Toulouse, Lisbonne-Montréal avec Transat, 13 nuits d'hébergement dans des hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles en occupation double ou occupation simple avec le supplément, 13 petits déjeuners, 4 dîners et 13 soupers, tous les transferts en autocar grand confort climatisé, toutes les visites mentionnées dans l'itinéraire, service d'un guide local francophone, d'un accompagnateur, d'un avaliste et d'un animateur spirituel et toutes les taxes. Excusez-moi, je pense que je viens de voir une erreur et je ne veux pas vous mettre en erreur, surtout que c'est enregistré. OK, oui, c'est bien ce qu'on a aussi sur le site Internet. Excusez, je suis juste étonnée des repas du midi. Programme PDF. Et c'est bien ce qu'on a
Bien sûr, c'est ce que vous allez avoir. Oui, OK, c'est bon. Excellent. Je vais être sûre d'avoir la bonne information. Merveilleux. Ensuite, tous les transferts, c'est ça, toutes les visites mentionnées dans l'itinéraire, les services d'un guide local francophone, d'un accompagnateur de novellistes, ça, je l'ai déjà dit, toutes les taxes. Donc, qu'est-ce qui n'est pas inclus? L'assurance voyage, bien sûr, c'est toujours en option. Il y en a qui ont déjà une assurance voyage. Ça ne sert à rien d'être assuré en double. Mais si vous n'avez pas une assurance voyage, très important de vous en procurer une, au minimum pour les soins médicaux d'urgence. Habituellement, ça varie selon l'âge, mais cette assurance-là, habituellement, tourne dans les alentours d'une centaine de dollars pour cette durée de voyage et avec la moyenne d'âge de nos participants. Ça sera à voir avec vous. On pourra vous faire une soumission. Comme je vous dis, ça varie selon l'âge. Je ne peux pas donner les prix comme ça. Si vous voulez une assurance annulation, on le recommande fortement, mais là, les prix peuvent varier. Une assurance tout inclus, là, le forfait plus, qui inclut soins médicaux d'urgence, annulation, interruption, ça peut aller de 350 à 1000 $. Donc, comme je vous dis, c'est variable selon l'âge. Et donc, on pourra voir avec vous, on pourra vous faire une soumission. Nous, on travaille avec la Croix-Bleue. Vous n'êtes pas obligé de le prendre avec la Croix-Bleue, mais bien sûr, c'est une excellente compagnie d'assurance. Ben voilà, on peut vous faire la soumission et émettre votre police d'assurance là, pour vous. Ça nous fera plaisir de vous aider. On sait qu'il y a un excellent service avec eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que pour les réclamations, ils sont très rapides à faire les remboursements s'il y a lieu. Présentement, avec la Croix-Bleue, il existe l'option pandémie. On pourra tout vous expliquer ça. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? L'assurance soins médicaux d'urgence, c'est l'assurance de base. Ça, si vous attrapez le COVID pendant le voyage et que vous avez besoin de soins médicaux d'urgence, donc c'est inclus. Ils vont inclure vos traitements. Mais si vous avez très peu de symptômes puis que vous vous isolez, bien, les frais de quarantaine ne sont pas inclus, mais ce n'est plus obligatoire de faire la quarantaine. Alors, c'est pour ça qu'ils l'ont mis en option. L'isolement n'est plus obligatoire ni au Canada ni en Europe. Et les tests sont plus obligatoires. Alors, c'est à vous de prendre la décision. Puis aussi, l'assurance annulation, ça prend l'option pandémie si vous voulez être couvert en cas de COVID juste avant de partir. Ce que je dis aux gens qui ne prennent pas l'option pandémie, c'est prenez vraiment soin de vous les 2 semaines avant de partir. Sortez pas trop pour ne pas attraper le COVID avant de partir. Mais c'est sûr que c'est préférable de prendre l'option pandémie, mais c'est une option. C'est une option. On recommande d'avoir le vaccin, idéalement d'avoir un autre vaccin dans les 6 mois avant de partir en voyage, mais encore là, c'est libre à chacun. Il n'y a plus de vaccin obligatoire pour voyager. Donc, voilà. Fait que pour l'assurance, c'est ça. Forfait plus, ça comprend annulation, interruption de voyage, si vous devez revenir plus tôt, soins médicaux d'urgence et une assurance bagage en cas de vol ou perte de bagage et même indemnisation en cas de retard de bagage. Donc, tout ça, on pourra prendre le temps de regarder ça avec vous là, si vous avez besoin d'une de ces assurances-là ou le forfait complet. Si vous avez déjà vos assurances, assurez-vous d'être bien couvert. Vérifiez s'il y a une assurance annulation, si vous êtes vraiment couvert pour le montant total du voyage. Parce que nous, à moins de 60 jours du départ, on doit payer nos fournisseurs et le voyage devient 100% non remboursable. Donc, si vous n'avez pas une assurance annulation, il y a un risque. C'est quand même un bon investissement comme voyage qu'on vous recommande vraiment d'avoir une assurance annulation. Voilà. Donc, dans le forfait ne comprend pas, donc j'ai parlé de l'assurance, les pourboires, c'est libre à vous. Dans la rencontre pré-départ, 3-4 semaines avant de partir, on pourra vous donner plus de détails, vous donner comme les normes internationales, qu'est-ce qui se pratique en termes de pourboires de nos jours. Mais je vous dirais, il faut prévoir à peu près une douzaine de dollars par jour pour les pourboires des femmes de chambre, les guides, les chauffeurs. En gros, c'est ça. Là. Si vous voulez manutention de bagages, ça, c'est en su également. Donc, c'est libre à vous. Les repas non mentionnés, on parle des autres repas du midi. Donc, prévoir un petit budget pour ça. Je vous dirais, au Portugal, c'est quand même très raisonnable comme coût de la vie. Peut-être prévoir une vingtaine de dollars par jour là, pour le repas du midi. Ensuite, la manutention des bagages, c'est libre à vous. Je conseille d'amener une valise avec des roulettes.
vous allez pouvoir la transporter vous-même et si vous avez besoin de faire transporter vos bagages, donc prévoir un petit budget pour ça. Et le forfait ne comprend pas, c'est écrit la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Ce n'est pas inclus dans le prix, mais ce n'est pas une option. Le gouvernement a introduit ce fonds d'indemnisation-là en 2004, si je ne me trompe pas. Donc, le montant varie. Pendant la pandémie, c'était gratuit. Mais là, bon, ils ont remis le coût à 3,5 par tranche de 1000. Donc, c'est 0,35 du coût du voyage. Ce n'est pas des gros montants. Donc, pour un voyage de 5 000, on parle d'à peu près une quinzaine de dollars et c'est une protection financière extraordinaire que vous avez si jamais il y avait un avis d'éviter tout voyage non essentiel hors du Canada, comme on a eu pendant la pandémie, bien, vous allez être remboursé. Et s'il y avait un avis d'éviter tout voyage non essentiel dans les pays que vous allez visiter, même chose, vous êtes couvert en cas de faillite aussi d'un des prestataires de services. Vous êtes remboursé, admettons, la compagnie aérienne, il y avait une faillite, bien, vous allez aussi être couvert par le fonds d'indemnisation. Donc, il faut voir les conditions. Là. Vous pourrez aller voir en ligne sur le site web. C'est géré par l'Office de protection des consommateurs et c'est vraiment dans le but de protéger les consommateurs. Donc, cette protection-là vient en sus là, du coût du voyage. Voilà. Information sur le voyage. Bon, la date limite d'inscription ne se rendra pas jusque-là. Comme je vous ai dit, il nous reste juste à peu près 7 places à remplir. Pour vous inscrire, donc, on vous recommande fortement de le faire sur le site Internet. Donc, comme je vous ai promis, je vais vous faire une petite démonstration. Vous devez, pour réserver votre place, vous devez payer un dépôt de 750 $. Donc, vous pouvez le faire par carte de crédit sur le site web ou sinon, télécharger le formulaire PDF, nous l'envoyer avec votre dépôt par chèque de 750 ou le faire par virement Interac, c'est possible également, ou venir nous voir à nos bureaux pour nous donner votre paiement sous la forme que vous préférez. Voilà, l'assurance, j'en ai parlé. Le nombre de participants, 30 à 50. Documentation requise. Tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Europe, bien sûr, doivent avoir un passeport valide jusqu'à 3 mois après la date d'entrée, la date prévue de retour. Donc, ça veut dire, décembre, janvier, jusqu'en janvier 2024. Votre passeport doit être valide au minimum jusqu'à fin janvier 2024. Donc, voilà, on a mis le numéro, le contact de Marie Onana, qui est la coordonnatrice là, pour ce voyage-là. Donc, voilà, je vais vous partager l'écran avec, en fait, oui, je vais juste glisser notre site Internet pour que vous puissiez voir comment faire l'inscription en ligne. Voilà. Donc, on est sur la page du pèlerinage Portugal, Espagne et Lourdes, donc sur le site web spirito.com. Donc, comment vous faites? Pour vous inscrire en ligne, donc vous choisissez d'abord une option, juste ici, en dessous du prix. Chambre, vous choisissez si vous voulez être en simple ou en double. Alors, admettons, je veux m'inscrire en double. Par défaut, vous avez l'option d'acompte de 750 $ ou vous pouvez décider de tout payer tout de suite, libre à vous. Et ensuite, vous ajoutez dans le panier. Donc, une fois que vous avez ajouté dans le panier, vous laissez quelques petites minutes, vous allez voir apparaître une ligne en haut de la photo, voir le panier. Au pire, allez, vous pouvez aussi rentrer dans le panier ici, ça revient au même. Donc, je vais cliquer sur « Voir le panier ». Et là, donc, ils vont vous dire qu'est-ce que vous avez mis dans votre panier. On va enlever le voyage en Terre Sainte. On va juste garder Portugal, Espagne, Lourdes. Donc, admettons que vous êtes 2. Oui, bon point. Si vous êtes 2, idéalement, on préfère que vous remplissiez 2 formulaires, que vous inscrivez un à la fois, parce que, bon, notre système n'est pas parfaitement au point comme on aimerait qu'il soit. Vous pouvez mettre 2, ça va vous inscrire 2 personnes, mais si je ne me trompe pas, ils vont vous charger juste une fois le dépôt. Donc, on va avoir besoin ensuite de vous charger un deuxième dépôt. Et en plus, on n'aura pas tous les renseignements de la deuxième personne puisqu'il y a un seul formulaire. Fait qu'on vous prie de faire une inscription à la fois. Vous pouvez rajouter un don pour Planétaire pour compenser vos émissions de gaz à effet de serre. En moyenne, 25 $ pour les émissions de la portion aérienne uniquement ou 50 $ pour compenser la totalité de vos émissions, plus l'impact climatique en haute altitude.
Donc, c'est libre à vous, vous pouvez mettre le don de votre choix. Je vous encourage à le faire, mais c'est vraiment pas obligatoire. Donc, si je touche à rien, même le 5 $ qui est là, il ne se rajoutera pas. Vous voyez en bas ici, il n'y a rien. Mettons que je décide de donner, par exemple, 25 $. Là, je clique sur « Ajouter votre don » et vous allez voir, il va être en bas. Donc, à payer, au lieu d'être 750, c'est rendu 775. Et le don planétaire de 25 apparaît ici. Donc, je validerai la commande. Et ensuite, il faut remplir, bien sûr, le formulaire. Tout ce qui a une petite étoile rouge, c'est très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous devez tout remplir ce qui est ici. Oh, je m'excuse. Je vais vite enlever les coordonnées de la dernière personne qui s'est inscrite. Excusez-moi. Donc, vous allez rentrer tout ce que vous avez besoin de rentrer. Date de naissance, très important. Votre commande est là. Dans la colonne à droite, donc, on avait un gros événement, Journée mondiale de la jeunesse. Donc, il y avait une façon spéciale là, pour l'inscription avec eux. Donc, vous allez mettre non. Et là, il y a d'autres champs à remplir. Donc, pour le partage de chambre, si vous voulez une chambre individuelle, donc ça ne s'applique pas, mais là, j'ai cliqué sur double. Donc, vous ne pouvez pas mettre individuel, là, le prix, là, il est en double. Donc, vous devriez choisir soit j'aimerais être jumelé ou je partagerai ma chambre avec. Donc, j'aimerais être jumelé, c'est que vous ne savez pas encore avec qui. C'est nous autres qui va vous jumeler. Ou je partagerai ma chambre avec, bien là, vous allez aussi remplir le nom de la personne avec qui vous allez partager la chambre. OK, donc nous, on va pouvoir là, tout de suite comprendre que vous allez être ensemble, mettons, avec votre conjoint ou votre conjoint. Ensuite, le passeport, c'est écrit facultatif. C'est obligatoire de nous donner une copie de passeport. Mais si vous n'avez pas encore la possibilité de nous envoyer votre copie de passeport, vous pouvez au moins remplir ces informations-là. Sinon, je pourrais vous montrer, là, il y a possibilité de télécharger votre copie de passeport. C'est la façon la plus sécuritaire de le faire. On a absolument besoin d'une copie de votre passeport. OK? S'il n'est pas encore renouvelé, juste nous mettre un petit mot, pas qu'on vous harcèle avec ça, parce qu'on a besoin vraiment des copies de passeport. Nos fournisseurs nous les exigent. Voilà. Très important de remplir ici le nom de la personne à contacter en cas d'urgence et le numéro de la personne à contacter en cas d'urgence. OK. Êtes-vous autonome? Donc, très important. Si vous n'êtes pas autonome, physiquement ou psychologiquement, on exige que vous soyez accompagné par une personne. Admettons que vous avez mobilité réduite, vous avez vraiment besoin de quelqu'un pour comme vous aider à vous déplacer. Ça prend un accompagnateur. Notre accompagnateur ne pourra pas s'occuper de vous, il doit s'occuper de tout le groupe. Il y a 50 personnes à s'occuper. Donc, très important que vous ayez un accompagnateur si cela s'applique à vous. OK? Donc, vous pourrez mettre à ce moment-là le nom de votre accompagnateur. Si vous avez des conditions médicales particulières, c'est important de nous le faire savoir. Des allergies ou restrictions alimentaires, très important de le noter aussi. Et où vous avez entendu parler du voyage. Donc, après ça, vous rentrez donc votre numéro de carte de crédit, la date d'expiration, les 3 petits chiffres qui apparaissent à l'endos de votre carte. Et vous devez absolument cocher « J'ai lu et j'accepte les conditions générales ». On vous invite à aller lire les conditions générales. Vous les avez toutes ici. Et puis ensuite, cliquez sur « Commander » et voilà, votre inscription va être faite. Donc, si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas. Vous pouvez téléphoner à Marie. Elle va pouvoir vous assister pour faire votre inscription en ligne. Ça nous fera plaisir. J'espère que ça résume bien. Maintenant, on va prendre les questions. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Je vois qu'il y a déjà une question dans le Q&A. Est-ce qu'on paie le fonds d'indemnisation avec le dernier paiement ou à part? Très bonne question. Alors, merci beaucoup, Monique, pour la question. Donc, le fonds d'indemnisation devrait se payer avec le dernier paiement. Si vous l'avez fait en ligne,
On est en train d'améliorer notre boutique en ligne pour inclure le fonds d'indemnisation. Présentement, il n'est pas inclus dans le calcul sur le site Internet, mais il est inclus dans notre logiciel de facturation. Donc, la facture que vous allez recevoir dans les 48 heures après l'inscription en ligne ou l'inscription autrement avec nous va inclure le fonds d'indemnisation. Donc, normalement, ça serait tout à payer en même temps lors de votre paiement final. Voilà. Alors, j'espère que ça répond à la question. Maintenant, si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi lever la main. Dans le menu, vous allez voir là un icône « Lever la main ». Je ne sais pas si c'est dans les émoticônes ou je pense que c'est directement dans la barre de menu. Moi, je le vois dans la barre de menu. Donc, je vais vérifier. Là, je vois qu'il y a une autre question. Donc, quel est le profil habituel des pèlerins qui participent? La moyenne d'âge est de 60 ans environ. Mais vraiment, on en a de toutes les générations. Des fois, il y en a des plus jeunes, des plus âgés. On a vraiment des gens de tous les âges, mais la moyenne, je vous dirais, c'est entre 60 et 65 ans à peu près pour ce type de pèlerinage. Mais tout le monde est bienvenu, les petits et les grands, vous êtes tous les bienvenus pour ce pèlerinage. Donc, voilà. Une autre question. Est-il prévu d'autres voyages semblables en 2024? Oui, on va avoir un autre pèlerinage, probablement le même itinéraire ou très similaire, avec une autre organisation. Je ne peux pas vous dire tout de suite avec qui. Avec Novelis et Prions en Église, on prévoit probablement un pèlerinage en Terre Sainte, mais on va avoir un autre pèlerinage Portugal, Espagne, Lourdes qui va être dans la brochure 2024, c'est certain. Donc, voilà. Ensuite, le temps moyen en autobus. Très bonne question. Merci, Annie. Je vous dirais... très bonne question. Il faudrait faire le calcul. Ce n'est pas des très grandes distances, sauf entre Lourdes et Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous avez 2 journées où là, il y a plus d'autocars. Je vous dirais peut-être des 4h30, 5 heures max d'autocars. Non, peut-être j'exagère, mais bon, avec les arrêts, c'est à peu près ça, oui. Mais les autres journées, comme vous avez vu, Lourdes, Fatima, vous avez 3 journées pleines, 3 nuits au même endroit. Donc là, on se déplace moins. Puis les autres, comme les distances, à part de ça, au Portugal, sont assez courtes. Donc, je vous dirais 2 heures, 2 heures et demie, même pas là, entre Fatima, Porto, c'est quoi? C'est 1h30 à peu près. Je sais qu'en Fatima, Lisbonne, c'est 1h30. Donc, c'est comme une couple d'heures en moyenne à part de ça, là. Donc, ça se fait très, très bien. Puis, comme vous voyez, on ne change pas d'hébergement tous les jours. On a toujours au moins comme 2 nuits à chaque endroit. Donc, ça permet d'avoir un itinéraire le plus équilibré. Voilà, voilà. Ensuite, comment fonctionne l'attribution des sièges dans l'avion et autobus? Oui, excellente question, Nathalie. L'attribution des sièges dans l'avion. Transat a changé son fonctionnement pour les groupes. En fait, autrefois, il bloquait un bloc de sièges à l'arrière de l'avion et vous n'aviez pas le choix si c'était hublot ou aller ou autre. Maintenant, en fait, vous pouvez soit le faire manuellement en ligne lors de l'enregistrement, gratuitement dans les derniers 24 heures, ou si vous voulez vraiment réserver un siège spécifique, hublot, aller, avant les 24 heures, vous pouvez le faire, mais il y a des coûts. C'est 58 $ par segment pour réserver un siège spécifique, aller ou hublot, et c'est 140 $ par segment. Donc, multiplié par 2, aller-retour, ça ferait 280 pour un siège avec plus d'espace pour les jambes. Donc, en gros, c'est ça. Je pense qu'il y a d'autres options. On pourra regarder ça avec vous. Voilà. L'attribution dans l'autobus, donc, on fait des rotations. Pour pas que ce soit toujours les mêmes personnes en avant, on n'est pas super à cheval sur les rotations, mais c'est ça, on invite toujours les gens là, à essayer de changer de siège. Et puis, au besoin, on peut mettre une rotation vraiment très, très, très précise.
on pourra le mettre en place là, au besoin. Mais on s'assure que tout le monde a son tour là, pour être assis en avant de l'autobus. Mais comme je viens de le dire, il n'y a pas tant de déplacements et pas beaucoup d'heures de déplacement comparativement à d'autres circuits où vous êtes en autocar tous les jours. Là. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment un circuit retraite. Vous avez plus de temps là, pour vous déposer dans chaque lieu et pas tellement de temps dans l'autocar. Voilà, voilà. Ensuite, je continue avec les questions sur le Q&A. Après ça, je vais aller aux questions pour les mains levées. Quelle est la température dans ces 3 pays pendant cette période? Alors, très belle température en octobre, donc pas trop chaud, mais encore de la belle température, bon, surtout quand on est au Portugal, on est plus dans le sud. Je vous dirais octobre, peut-être dans les 20... Attendez, j'étais là en octobre dernier. Ouais, peut-être 15-20 degrés quand il fait beau. C'est sûr qu'on peut avoir de la pluie en octobre. Pardon. Mais on peut avoir aussi des superbes journées ensoleillées. Et puis, dans les Pyrénées, attendez, ça serait le lieu Lourdes. Attendez, je vais juste vérifier. Température en octobre. Ça va vous donner un peu un range, là. Historiquement, oui, ça varie entre 10 à 19 degrés. Donc, je vous dirais le Portugal, même ça pourrait peut-être monter, là, je dirais de 15 à 25 degrés. Voilà, ça peut ressembler à ça. Puis on est début octobre, donc vous devriez avoir de la belle température là encore. C'est plus chaud que ce qu'on... Quelle est la temps? OK, oui, dans les 3 pays, réponse en direct, c'est fait. Peut-on connaître dès à présent les noms des hôtels où nous logerons? Si je ne me trompe pas, c'est déjà sur le site Internet. Je vais juste vérifier si on les a bien mis. C'est sujet à changement. En fait, non, ils ont déjà été tous réservés parce que le départ est garanti. Aussitôt que le départ est garanti, on confirme officiellement les hôtels. Et puis, normalement, on les met sur le site web. Je vois que ça n'a pas été fait encore. Je peux déjà, après ma barre, je vous dire, à Lourdes, c'est l'hôtel. Savez-vous quoi? Je pense que je vais le mettre sur le site Internet, ça va être plus simple. Là. Mais vous avez des bons hôtels. Là. C'est du 3 et 4 étoiles. Normalement, à Fatima, c'est le Styler, qui est un 4 étoiles. À Lourdes, c'est un 3 étoiles. C'est variable. C'est à peu près half and half. Mais c'est vraiment des très bons hôtels. Donc, on va tout mettre ça sur le site web. Je vous dirais, dans les 24-48 heures, là, vous allez pouvoir consulter le site web et avoir les noms de tous les hôtels du circuit. OK. Après ça, Annie, recommandation pour les bagages, bâtons de marche, sac à dos. Bon, bagages, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un Compostelle de marche, là, donc c'est pas un sac à dos. Je vous conseille plutôt une valise à roulettes. Vous pouvez toujours apporter un sac à dos si vous le souhaitez, mais c'est un circuit en autocar, là, donc c'est préférable une valise à roulettes que vous pouvez transporter. Bâton de marche, ben, on a juste un 5-10 km là, pour Saint-Jacques-de-Compostelle. 10 km. Si vous voulez apporter vos bâtons de marche, libre à vous, mais ça pourrait être un petit peu embarrassant, là, à moins que ça soit vraiment télescopique et que vous puissiez bien mettre ça dans votre valise là, sans que ça prenne trop de place. Alors, ça pourrait toujours être utile, mais c'est vraiment pas nécessaire. Donc, voilà, Annie, pour votre question. Ensuite, y a-t-il une tenue vestimentaire exigée pour certains sites? C'est sûr, les sites catholiques, on recommande toujours là, par respect de couvrir les épaules, couvrir les genoux. Donc, d'avoir un pantalon long pour les hommes, peut-être une jupe ou un pantalon long ou un capri là, en bas des genoux, un pantalon 3/4 là, pour les femmes. Donc, ça serait parfait. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question. Ça prend on parle de plure d'oignon parce que c'est des fois la température entre le matin puis en plein milieu de la journée,
ça peut être très variable là, à ce temps-là de l'année. Donc, ça peut être bon d'avoir des couches, d'avoir des manches courtes, puis mettre un chandail plus chaud, puis un petit coup de vent le matin si c'est un peu frais, surtout quand on est dans les montagnes. Puis dans l'après-midi, ça permet d'enlever les petites couches, d'avoir un sac à dos de jour, pouvoir mettre les morceaux de vêtements que vous n'avez plus besoin, et puis votre bouteille d'eau pour la journée et ce que vous avez besoin pour la journée. C'est ce qu'on recommande. Comme je disais tout à l'heure, on a une rencontre 3 semaines avant de partir, une rencontre pré-départ qu'on appelle, où on va vous donner vraiment toute l'information importante pour le voyage. Donc, quoi apporter? Vous allez avoir une liste dans un document pré-départ aussi, quoi apporter, la température, les devises. Toutes ces questions-là vont être répondues 3-4 semaines avant de partir. On va avoir une rencontre spécifique là, avec tous les participants du voyage. Aujourd'hui, c'était plutôt pour vous présenter l'itinéraire. Donc, je regarde là, dans les spectateurs. Est-ce qu'il y a des mains levées? J'en vois pas. S'il y en a qui veulent... Ah, j'en vois une, Carole. Donc, je vous permets de parler. Vous pouvez ouvrir votre micro pour poser votre question. Je voulais juste savoir pour la rencontre en présence 3 semaines avant, est-ce que c'est possible de la faire en Zoom aussi en même temps? Oui, tout à fait. Ça va être en Zoom parce qu'on a des gens de partout dans la province du Québec, là, surtout vu que c'est en collaboration avec Novalis Prions en Église. Donc, on a des gens de partout. Fait qu'on le fait aussi en Zoom. C'est enregistré. On envoie l'enregistrement dans les 24 heures. On vous recommande fortement d'être présent en live pour pouvoir poser vos questions encore là, puis pouvoir interagir, puis rencontrer les autres participants là, virtuellement. OK, fait qu'on peut poser nos questions en Zoom aussi, si je comprends bien. Oui, tout à fait. 3 semaines, environ 3 semaines avant de partir, 3-4 semaines. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Il va y avoir une rencontre vraiment spécifique pour, comme on dit, le pré-départ, toutes les informations que vous avez besoin pour vous préparer là, avant de partir en voyage. Puis les billets électroniques sont remis aussi 3-4 semaines avant de partir. Parfait, merci. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres mains levées. Merveilleux. Alors, ceci conclut le webinaire d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer un courriel ou à nous téléphoner si vous avez d'autres questions. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Émilie et à l'abbé Steve Lemay d'avoir été avec nous. Et je vous laisse le mot de la fin, si vous voulez dire un petit au revoir. Donc, on pourrait peut-être commencer par Émilie, puis ensuite, on va conclure ça avec M. l'abbé, si vous voulez nous faire une petite bénédiction avant de partir. Oui, merci tantôt, Anne, tu as repris mon bon en disant que j'étais enthousiaste. Si tantôt j'étais enthousiaste, là je suis, je flotte d'enthousiasme, vraiment de voir les photos, même d'entendre les questions, de voir avec l'enthousiasme des gens aussi à se préparer à ce voyage-là. Ça manque chance et j'ai très hâte de faire votre connaissance. Voilà. Merci beaucoup pour cette heure de présentation. Merci, Émilie. Monsieur l'abbé. Bien, je partage cet enthousiasme-là. On n'a pas eu l'occasion de voir vos visages dans le webinaire, mais on aura probablement une occasion une prochaine fois. Alors, effectivement, on va confier soit la réflexion de ceux qui réfléchissent encore, soit la préparation de ceux qui déjà se préparent activement au pèlerinage. On va confier ça au Seigneur, si vous voulez bien. Seigneur, nous te confions notre réflexion dans certains cas, notre préparation à ce pèlerinage. Déjà, donne-nous de vivre la joie que nous partagerons lors de l'événement. Donne-nous aussi la paix nécessaire pour bien nous préparer le cœur à vivre cette rencontre avec les autres et avec toi. Et nous te demandons de faire descendre ta bénédiction sur chacun et chacune et également sur les personnes que nous portons déjà dans notre prière, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Plaisir. Alors, bonne fin de journée à tous. Bien.